Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur Canal2 International pour une autre sortie de l'invité de la semaine. Et cette fois, nous recevons une dame, une personnalité dans le monde économique au Cameroun. C'est la directrice exécutive du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, Aline Valérie Bono. Bonsoir. Bonsoir Aline. Comment vous allez? Je vais très bien. Et l'économie se porte également bien? Ça, c'est une autre paire de manches. D'accord, avec vous, on va évoquer quelques grands axes de l'actualité du milieu des affaires au Cameroun. Et je commence avec cette visite du directeur général des impôts ici au groupement interpatronal du Cameroun. Quelques mois, quelques semaines après, on en est où exactement avec le régime fiscal? À l'issue de la visite je pense que c'était le 14 septembre dernier, nous avons eu des échanges avec le directeur général des impôts. Les échanges se sont poursuivis, on va dire, dans la suite de ce qui avait été commencé ici. Le JICAM s'est rendu à la direction générale des impôts à Yaoundé, sur l'invitation du directeur général. C'était une délégation qui était conduite par le président Célestin Tawamba. Donc il était question de discuter de manière un peu plus structurée, un peu plus approfondie sur les propositions du JICAM. Parce que si vous étiez là ce jour, vous vous souvenez que le directeur général des impôts avait attiré notre attention sur ce que les propositions étaient. C'était un large éventail de propositions et qu'il allait être difficile de toutes les embrasser en même temps. Donc il était question, je pense que c'était 2 semaines à tout casser après la rencontre du 14 septembre. Il était donc question de voir quelles sont les propositions qui pourraient permettre un quick win des deux côtés. Et donc, nous avons donc passé en revue 5 à 6 propositions. Je pourrais revenir dessus, notamment le premier, sans lequel il est impossible de parler ne serait-ce qu'un petit changement de notre fiscalité, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, on a également parlé de la fiscalité des PME, pour rester en droite ligne de la loi de cadrage budgétaire du président de la République, justement, qui indiquait de se pencher sur une fiscalité spécifique pour les PME. On a également fait des propositions dans le sens de on va appeler la problématique de la délivrance de l'attestation de non-redevance, qui continue d'être un vrai problème. Voilà. Et puis, il a été également question de parler de l'ajustement de l'assiette fiscale, notamment affronter courageusement, j'allais dire, le problème de la taxe foncière, et voir comment l'adresser de manière un peu plus efficace. Et en dernier lieu, il a été question de voir quelles pouvaient être les propositions les plus rapides dans le sens d'encourager la production locale et d'aller vers cette politique d'import-substitution dont on parle beaucoup. Mais après les échanges là justement, est-ce que vous avez l'impression que les quelques axes sélectionnés, véritablement, ça a pris pour permettre aux entreprises de respirer un peu, parce que lors du discours du président du JICAM, c'était véritablement un régime fiscal asphyxiant? Absolument. Alors, pour illustrer, peut-être il serait bon de partir de l'impôt sur les sociétés. Parce que comme vous le savez, l'impôt sur les sociétés est prévu à un taux de 33% du revenu. Quand on vous dit ça, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que c'est ce que vous avez gagné. On vous prélève 30% de ce que vous avez gagné. Sauf que la même loi dit qu'on vous prélève un minimum de perception qui est de 2,2% de votre chiffre d'affaires et il est prélevé en acompte, c'est-à-dire au mois le mois. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'exercice, on fait un calcul de ce qui vous a été prélevé sur la base des 2,2%. Et si c'est, j'allais dire, si les 33% que vous aurez dû verser sont inférieurs à ce qui vous a été prélevé, vous payez le surplus. Mais si c'est supérieur aux 33% que vous auriez dû verser, on considère que c'est le minimum de perception que vous avez versé. La conséquence, elle est facile à comprendre. C'est que ça fait finalement un taux de pression qui va de l'ordre de 60 à 80% des fois dans un environnement où rien ne va. Voilà. Et pire, ça peut permettre malheureusement de payer un impôt alors qu'on fait des pertes.
ce qui est juste une aberration même en matière fiscale. Donc voilà, on pense que si certaines de nos propositions sont retenues, notamment en restant sur l'impôt sur les sociétés, il était question de voir véritablement dans certains secteurs, surtout les secteurs industriels, qui ont des marges très faibles, qui sont en deçà de 2,2, et certains secteurs qui ont donc des marges administrées, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait faire un aménagement spécifique pour ces secteurs-là et laisser les autres qui ont des marges, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains secteurs des services qui ont des marges même qui vont jusqu'à 6-8% et qui n'ont véritablement pas de problème à payer 2,2. Donc il s'agissait de ne juste pas tuer les autres et de voir dans quelle mesure voilà, avoir un impôt relativement juste, on va dire. D'accord. Et nous sommes rendus pratiquement à la fin d'année avec la session budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des retours sur la bonne voie de vos propositions? Écoutez, retour, ce serait trop dire, mais disons que on a travaillé en bonne intelligence avec le directeur général des impôts et de notre point de vue et vu de notre fenêtre, on pense que on pourra obtenir ne serait-ce qu'une respiration en 2023. Dans tous les cas, c'est ce qu'il nous a promis et c'est un homme de parole. Et pour le moment, au niveau des chefs d'entreprise qui avaient soif d'une réaction immédiate, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ce régime fiscal supporté, attendant 2023, ou alors les choses vont s'améliorer pas à pas? Il y a quand même un discours en tant que le patronat à tenir. Oui, absolument, absolument. Alors le discours, ce serait déjà de parler de la manière la plus objective possible de la situation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne pense pas que le directeur général des impôts se lève le matin en se disant qu'il va embêter les entreprises. Il a également des objectifs qui lui sont imposés, qui lui sont assignés et qu'il doit remplir. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver le moyen à la fois de remplir ses objectifs sans tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire trouver le moyen de ce que tout le monde puisse, à la fin de la journée, sortir vainqueur ou alors ne serait-ce que rester vivant dans cette équation. Donc il est question de dire aux entreprises qu'on obtiendra des choses au fur et à mesure parce qu'on est inscrit dans une sorte de dynamique. Et un dialogue permanent. Voilà, qui trop embrasse mal étreint, c'est connu. Donc il est question d'obtenir des petites choses et de faire des petits pas qui permettront à la fin de pouvoir reformer notre fiscalité et aller vers une fiscalité de développement qui est appelée de tous nos voeux depuis quelques années. Regardez espoir. Espoir fait vivre. Alors après cette étape avec la fiscalité au Cameroun, je suis curieuse de savoir comment se porte véritablement l'économie, l'état des lieux actuellement au Cameroun, au regard de tout ce qui se passe comme crise. Alors, comment se porte l'économie? Je ne sais pas, j'ai envie de vous dire mal, mais une fois que j'ai dit ça, il faudrait peut-être étayer par un ensemble de choses. Il y a eu le Covid et il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu la fragilité des pays qui se sont sentis totalement impuissants face à cette fermeture des frontières. Il y a eu l'Ukraine qui est arrivée il y a quelques jours. Après, il y a eu l'Ukraine qui est arrivée. Déjà, la conséquence de la fermeture des frontières a été l'insécurité alimentaire, il faut le dire. Avec ce courrier de menaces. Voilà, insécurité sur le plan du médicament, parce que tous ces produits-là ne pouvaient plus venir de l'extérieur. Et ça a donc, ne serait-ce que permis de voir à quel point on peut être fragile. Voilà. Et malheureusement, alors qu'on était en train d'essayer de se remettre de cela, il y a eu la guerre de l'Ukraine. Et actuellement, on va dire qu'on assiste à une inflation généralisée. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Elle est mondiale, elle est importante. Et les retours que nous avons de nos entreprises membres, c'est que les pertes en termes de chiffre d'affaires se situent entre 40 et 50% sur les 6 derniers mois. C'est énorme. Parce que la conséquence, c'est quoi? On parlait tout à l'heure de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Même si on se base que sur cet impôt sur le chiffre d'affaires, les recettes fiscales et également sur la durée devraient subir le contre-coup de cette crise-là. Donc de manière générale, on va dire que ça va mal. Mais malheureusement, ça va pas mal simplement à cause de ces crises, de ces facteurs exogènes, on va dire. Il y a encore malheureusement des facteurs endogènes comme la problématique du PKE
qui est le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement. Tout à fait. Ça reste un véritable problème. Ça reste un véritable problème pour les entreprises parce que pour obtenir ce certificat, c'est 4 à 7 semaines. 4 à 7 semaines pour obtenir entre le moment où on a déposé la demande et le moment où on obtient le certificat. Le deuxième problème, c'est que ça a un coût. Et le coût était un pourcentage qui est adossé au coût de la fourniture. Alors pour le même service, alors que les coûts des intrants ou les coûts des matières premières ont augmenté, on paye plus pour obtenir le même certificat. Et le deuxième problème, ou alors le troisième problème posé par ce problème de PKE, c'est qu'il était à un certain moment, c'est-à-dire avant juin 2021, limité à un certain nombre de produits dits produits dangereux ou alors des produits qu'il fallait contrôler ou qui nécessitaient un contrôle spécifique. Mais depuis juin 2021, il a été élargi à toutes les importations, y compris des importations pour lesquelles on a des normes internationales qui sont assises sur ces productions-là. Même si on demande de justifier ces normes internationales. Justement, on peine à comprendre déjà la plus-value de ces certificats délivrés par la norme, mais au surplus, ça rallonge les délais et ça cause des coûts additionnels pour les entreprises. Alors quand j'ai dit ça, il y a également malheureusement la problématique du transfert des devises. Les entreprises membres continuent de souffrir énormément de toute cette réglementation de change qui a été durcie pour des raisons qu'on comprend bien, hein. C'est-à-dire que la lutte contre le blanchiment d'argent et également, il faut le dire, le taux de devise qui a baissé du fait de déséquilibre dans la balance de paiement parce qu'on a importé plus qu'on a exporté à un moment. Et puis, si on part du fait que le Cameroun est le moteur de la CEMAC et que le Cameroun se porte mal, donc on peut comprendre la baisse des devises qui permet donc de durcir le ton. Sauf que ce durcissement est, j'allais dire, un peu aveugle. Et même si des informations récentes que nous avons eues, notamment une réunion avec la Banque centrale et les établissements de finances, ce qui nous avait été dit, c'est que les entreprises, les banques, par entreprise, il faut entendre banque, dont les banques commençaient à s'habituer à cette réglementation et que c'était un peu moins fastidieux qu'avant. Mais malgré cela, les retours que nous avons des entreprises membres, c'est que ça continue d'être un problème de payer leurs fournisseurs. Et il y a des fournisseurs qui ont l'impression que ce sont des caprices de leurs donateurs, c'est-à-dire de l'entreprise membre, et qui arrêtent de travailler avec eux. Mais juste qu'à votre chute, on a l'impression que c'est à deux niveaux. C'est-à-dire que quand on regarde un peu l'environnement économique, on a l'impression qu'il y a les uns qui souffrent moins que les autres. Et que le problème, c'est OK, vous là, débrouillez-vous, nous ici, là, on essaye quand même de tenir. Non, je ne dirais pas ça. Je pense vraiment, honnêtement, que tout le monde souffre, plus ou moins. Tout le monde souffre d'une certaine manière. Et on était allé vers un rêve qui allait dans le sens de la transformation économique du Cameroun, avec la mise en place du plan directeur d'industrialisation du Cameroun, qui a été élaboré en 2017. Et qui avait pour objectif de faire du Cameroun, et je ne suis pas en train de citer, je garde l'esprit, de faire du Cameroun une usine industrielle de l'Afrique à l'horizon 2050. Alors, en se basant notamment sur le numérique, sur l'agro-industrie et sur l'énergie, et en ayant pour socle les infrastructures et le financement. Est-ce que c'est possible, alors, cette transformation économique là? Ce qui était dans ce document pouvait avoir du sens s'il était suivi d'un certain nombre d'actions. Alors, si on passe juste au cas par cas, prenons le numérique simplement. Le numérique, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est... On a 475 000 km² de superficie au Cameroun et on a environ 21 300 km de fibres optiques. On fait le ratio. On a 4 points d'atterrissement de câbles sous-marins. Comme vous le savez, on n'a pas l'Internet, c'est une fourniture qui vient des États-Unis. Et pour obtenir Internet, soit on passe par les faisceaux hertziens, soit on passe par les câbles sous-marins et avec la fibre optique. On a 4 points d'atterrissement, donc notre situation au golfe de Guinée nous donne quand même un certain avantage. Avec ces 4 points d'atterrissement, on aurait pu être le hub d'Afrique centrale et pouvoir justement, j'allais dire, fournir
la fibre optique aux pays comme la République centrafricaine, le Tchad qui n'ont pas d'accès à la mer. On a également 3 hubs de satellites. Et à côté de ça, on a environ 7 700 000 personnes qui sont connectées sur Internet au Cameroun, sur environ 25 millions d'habitants. Très bien. Mais sauf que quand j'ai fini de dire ça, si vous lancez un appel ces temps derniers, vous avez le temps d'aller au restaurant d'à côté manger et revenir avant que l'appel n'ait abouti, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut mettre le doigt dessus. Et pour illustrer cela, en 2015, les opérateurs des réseaux de communication électronique à concession étaient les premiers contributeurs au budget de l'État. Mais depuis 2015, ça ne fait que baisser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que sur de la fenêtre du numérique, il y a encore des choses à faire. Allons sur l'agro-industrie. Qu'est-ce qui était envisagé? C'était d'avoir des technopoles, des agropoles, des clusters qui permettent de réduire les circuits, d'avoir des circuits courts. C'est-à-dire dans le même environnement, on aurait les plantes qui servent pour l'élevage des animaux, on aurait l'abattage des animaux, on aurait la transformation, on aurait tout cela. Ça permet de réduire les kilomètres qu'on fait d'autant plus qu'on n'a pas les infrastructures pour cela. Ça permettait de réduire les coûts et d'avoir toute cette transformation au même niveau. Oui. Alors si vous connaissez un agropole, vous me dites de quel côté il se trouve. Donc, du côté des agropoles, on est loin du compte. Allons du côté de l'énergie. Pour l'énergie, ce qui était envisagé dans ce plan de développement industriel du Cameroun, c'était de renforcer notre capacité énergétique en se basant sur déjà les avantages hydroélectriques que nous avons, le soleil que nous avons à l'extrême nord, et pour aller éventuellement vers les énergies vertes, et de pouvoir densifier, de développer cette capacité énergétique pour pouvoir non seulement couvrir les besoins du Cameroun, mais également intéresser le voisin nigérian qu'on lorgne tout le temps. Alors, parce que le Nigeria, c'est quand même 200 millions d'habitants. Sauf que les besoins du Nigeria en matière d'énergie étaient évalués pour 2020 à environ 880 000 mégawatts. Or, la capacité énergétique du Cameroun actuelle, telle qu'on la connaît, c'est 1260 mégawatts. Les besoins des industriels du Cameroun, évalués récemment par INEO, c'est 380 watts. 380. Ce n'est pas couvert. Pas du tout. Surtout qu'à un moment, on leur a demandé de ralentir pour pouvoir satisfaire la Coupe d'Afrique. Les 380 ne sont pas couverts. Et le plus gros qui est Nachigal Hydropower, qui est en train de s'installer et qui va commencer à fournir de l'énergie très bientôt. On a parlé de 2024. Voilà, exactement. On est très loin de ce qu'on avait envisagé dans ce plan de développement industriel. Donc, alors pour conclure, l'impression qu'on a, c'est qu'on a des très belles stratégies, mais qui sont un peu comme des wish lists. C'est un peu comme des listes de vœux. On a écrit tout ce qu'on voudrait avoir, sans forcément beaucoup de cohérence entre toutes les stratégies qui sont élaborées par plusieurs départements ministériels. Et cette absence donc, de coordination et de cohérence fait que les résultats tardent à se faire voir ou alors sont très peu probants. Alors dans cette situation-là, c'est les entreprises qui en souffrent. Quelle est la soutenabilité de ces entreprises-là par rapport aux crises que vous avez évoquées? Clairement, les entreprises sont en souffrance. Et que faire? Que faire, c'est l'ensemble de propositions que nous faisons déjà au gouvernement. C'est que même si ces crises sont pour la majorité exogènes, il y a des mesures endogènes qu'on peut imaginer et qu'on peut mettre en place pour essayer, pas forcément de réduire les effets, mais ne serait-ce que mitiger leur impact sur la vie des entreprises, notamment comme adapter la fiscalité ou réduire la pression fiscale ou accompagner les ménages. Parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais on oublie que c'est une chaîne. C'est-à-dire, quand les entreprises souffrent, ne peuvent pas payer leurs salariés correctement, c'est les ménages qui souffrent derrière et qui ne peuvent pas alimenter leurs enfants correctement. C'est un ensemble d'effets boule de neige qu'il faut pouvoir adresser de manière globale. Et pour cela, l'État quand même a quelques marges de manœuvre pour avoir ne serait-ce que des solutions pour soulager à la fois les ménages et les entreprises.
Une nouvelle année arrive et on se demande bien qu'est-ce qui va se passer. Il y a la peur du lendemain au sein des entreprises. Il y a justement qu'on a besoin dans la sous-région d'une économie dynamique. Sauf qu'au regard de tous les points évoqués ici, on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas aussi au niveau du groupement interpatronal du Cameroun de changer de stratégie pour véritablement impulser, changer de la donne aussi au niveau des départements ministériels pour permettre à ces entreprises qui ont longtemps pleuré de pouvoir vivre une nouvelle année sous de meilleurs auspices. Bon alors, changer de stratégie, ce serait de dire que si on a trop râlé, qu'on essaie maintenant de caresser, j'en sais rien. Non, pas trop râler, parce qu'on a vu justement les discours avec un ton dur du président du JICAM, et ça n'a véritablement pas amené le gouvernement en face de pouvoir réagir immédiatement, d'accompagner ces entreprises-là. Peut-être, je ne sais pas, trouver une meilleure formule. D'accord. Alors, j'ai envie de vous dire que chacun est dans son rôle. Le rôle du gouvernement, c'est de faciliter. C'est un rôle de facilitateur. C'est de créer les conditions idoines pour qu'une économie se développe. Le rôle des entreprises et donc du JICAM, c'est de créer la richesse. Et donc chacun dans son rôle doit pouvoir dire la manière dont il a mal, pouvoir proposer des solutions sur la manière dont il voudrait être aidé. Imaginez un médecin, prenons juste une image. Hein. Le médecin, c'est l'État et le malade, c'est le JICAM. Alors vous imaginez que le JICAM arrive dans le cabinet du médecin et ne sache pas crier alors qu'il a mal. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il crie pour que le médecin comprenne très vite que c'est la jambe qui lui fait mal ou c'est l'épaule qui lui fait mal. Donc le changement de ton ou le changement de manière, je ne suis pas sûre que ce soit ça le problème. Le problème, c'est peut-être la lenteur dans la réactivité de l'État, mais nous avons la faiblesse de penser qu'ils comprennent la problématique, qu'ils nous comprennent, mais qui n'ont peut-être pas les moyens d'y répondre de manière aussi réactive qu'on le voudrait ou aussi rapide qu'on le voudrait, mais qu'ils prendront le temps de le faire. Mais il y a une partie des entreprises au sein du groupement interpatronal du Cameroun qui pensent qu'il est temps d'accélérer à votre niveau. C'est-à-dire qu'au niveau du conseil d'administration, il est temps véritablement d'accélérer sur un certain nombre de leviers pour que leurs cris, eux qui sont sur le terrain, puissent véritablement sentir le changement. Alors, je ne sais pas quelles entreprises de JICAM vous rencontrez, mais celles que moi je rencontre nous encouragent dans ce qu'on fait, nous disent chaque fois que besoin est ou chaque fois que l'occasion se présente, leur soutien total aux actions du président, aux actions du groupement de manière générale. Et nous font des propositions, bien sûr, sur les manières dont on pourrait faire les choses peut-être différemment, peut-être avec plus de vigueur, nous font part de leurs problématiques pour qu'on puisse les intégrer dans la majorité des plaidoyers que nous faisons. Parce qu'en réalité, pour pouvoir parler d'autorité, j'allais dire, de nos membres, il faudrait qu'on connaisse leurs problématiques au plus profond d'elles-mêmes. Et c'est pour cela que nous organisons des rencontres sectorielles ici au sein du JICAM pour pouvoir discuter au sein de chaque secteur d'activité des problématiques qui sont inhérentes à ce secteur pour trouver des solutions qui pourraient également être inhérentes au secteur. Donc de manière générale, j'ai envie de dire que les retours que nous avons, au contraire, nous encouragent dans la manière dont nous menons les activités et nous permettent simplement, nous donnent, j'ai envie de dire, du carburant parce que ce n'est pas facile tous les jours, et nous permettent de rester debout quand on a même envie de flancher. Et ces bons retours-là également nous donnent du baume pour pouvoir garder la pêche. Puisqu'on arrive déjà à la fin de ce programme, quelle est la valeur ajoutée des dîners-débats organisés au sein du JICAM? Parce qu'on a vu des intelligences se réunir ici au cours de plusieurs dîners-débats. La plus-value pour ce dynamisme recherché sur le plan économique, c'est quoi? Alors, c'est le partage de la connaissance. C'est partager la connaissance. C'est ça qui est recherché, c'est l'objectif qui est recherché par les dîners-débats. Je vais vous dire quelque chose que mon père me dit souvent. Il me dit, quand tu partages de l'argent ou quand tu partages des biens, tu pars de 10 000 francs. Tu as 10 000 francs, tu vas donner 5 000 francs à quelqu'un, il te reste 5 000. Mais quand tu partages la connaissance,
tu ne perds rien, mais tu enrichis 100 000 personnes. Donc l'objectif principal des dîners-débats, c'est de partager la connaissance. C'est pour ça qu'en général, on évite de faire de l'entre-soi, de se parler entre nous membres du GICAM. On fait toujours appel à des personnes qui sont hors du GICAM, qui sont en dehors du GICAM, et qui peuvent le dire avec vue de leur fenêtre, et qui peuvent se faire entendre parce qu'elles ont déjà une certaine notoriété sur la scène internationale. Sauf qu'on va vous dire que oui, parlez, partagez vos connaissances, on a besoin des actions. Ben, écoutez, on a besoin des transformations. Là, on a besoin de voir nos entreprises fleurir, on a besoin de voir nos employés avec un dynamisme, on a besoin, mais vous organisez vos débats, vous mangez, vous buvez, et après, basta, l'année, un autre mois revient, etc. Pour agir, il faut comprendre la problématique. Si vous n'avez pas compris la problématique, vous agissez dans le mauvais sens et vous ne pouvez pas obtenir les résultats. Donc, le dîner-débat, ce n'est pas pour partager les repas. Même s'il y a le repas à la fin, c'est pour qu'il y ait quand même un moment de partage, un moment d'union, un moment de communion entre les membres. Mais il faut remarquer que les dîners-débats ne sont pas seulement réservés aux membres. C'est réservé à tout le monde qui voudrait bien communier avec nous. Mais comme je le disais, pour agir, il faut comprendre la problématique. Et quand vous comprenez la problématique, ou alors quand on vous conforte dans une problématique telle que vous l'aviez comprise il y a quelque temps, ça vous permet d'avoir des armes les plus efficaces possibles pour pouvoir adresser la problématique. 2023 est là et il y a certainement une nouvelle vision au sein du GICAM. Ce sera quoi? Alors déjà, 2023, c'est la continuité. Parce que actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre le plan d'action triennal qui est donc adossé au mandat actuel et qui partait de 2021 à 2023. Donc, ce plan d'action avait 12 domaines d'action prioritaires. Nous sommes en train de balayer. Ces domaines d'action, eux-mêmes, ils avaient un ensemble d'activités, qui avaient un ensemble de tâches, qui avaient des indicateurs de résultats et puis des sources de vérification. Donc ce plan d'action ira dans la continuité. Mais j'ai envie de dire que 2023, malheureusement, ne sera pas une année facile. Pas du tout. Il y a plusieurs enjeux. Si on s'en tient aux indicateurs des partenaires comme le FMI ou la Banque mondiale. On a vu justement le FMI dans sa dernière sortie de vous dire que ce sera pire. Parce que l'expression... Voilà, ce sera pire parce qu'en fait, les effets des crises actuelles, notamment la crise d'Ukraine, vont se faire ressentir davantage jusqu'en 2023. Et donc, l'idée, c'est simplement de s'accrocher et de continuer de dérouler notre plan d'action le plus sereinement possible, mais en ayant pour cela en face des bons interlocuteurs. Et nous pensons que nous sommes dans une dynamique avec l'administration publique et un retour en arrière n'est pas possible. Donc on ne peut aller que de l'avant. Pour permettre de passer un souhait à ces entreprises-là qui, pour certains, ont fermé, parce qu'il y a vraiment des entreprises qui ont fermé, et pour celles qui résistent, qui sont encore sur perfusion, et pour celles à venir, vous le direz quoi? Quand on a écouté le FMI, on a écouté l'état des lieux, on a regardé tout ce qui se passe. Vous, en tant que groupement interpatronal du Cameroun, pour sortir, vous leur diriez quoi? De s'accrocher. De s'accrocher parce que c'est véritablement difficile. Mais j'ai envie de terminer sur une note positive. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Donc, il faut juste s'accrocher, en espérant qu'on sera également entendu par le directeur général des impôts et avoir une sorte, ne serait-ce que de respiration fiscale. Ça permettra simplement aux entreprises de pouvoir serrer les dents, autant que 2023 passe pour accueillir 2024 avec tous les honneurs. Et permettre peut-être au chef de l'État de finalement recevoir le président du GICAM, puisque ça a été un souhait. Écoutez, le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire pour décider de quand il veut recevoir quelqu'un. Et je pense qu'on lui laisse ce pouvoir, on ne le discute pas avec lui. D'accord. Aline Valérie Bonneau, directrice exécutive du groupement interpatronal du Cameroun, mais aussi membre du conseil d'administration du Forum des affaires de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ça a été un plaisir de vous avoir comme l'invité de la semaine. Merci de votre disponibilité. On espère vous revoir très bientôt. C'est moi. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. Ça a été un plaisir d'échanger avec la directrice exécutive du GICAM. Je vous retrouve la semaine prochaine, certainement, avec un autre invité. Bonsoir.